Un meurtre sera commis le par Agatha Christie. Partie 5 du livre audio. Chapitre 14. Incursion dans le passé. Après une nuit dans le train, l'inspecteur Craddock posa le pied sur le quai d'une petite gare des Highlands. L'espace d'un instant, il lui sembla bizarre qu'une femme riche, mais physiquement diminuée, comme Mrs. Godler, qui possédait une maison dans un des meilleurs quartiers de Londres, une propriété dans le Hampshire et une villa dans le sud de la France, ait élu domicile dans ce coin perdu d'Écosse. Elle était certainement coupée ici de bon nombre d'amis et de distractions. Et ce devait être une vie bien solitaire, à moins qu'elle ne fût trop malade pour se préoccuper de ce qui l'entourait. Une voiture attendait l'inspecteur. C'était une grosse Daimler démodée, conduite par un chauffeur d'un certain âge. La matinée était ensoleillée et l'inspecteur, tout en appréciant le trajet d'une trentaine de kilomètres, s'interrogea de nouveau sur ce goût de l'isolement. Il en fit la remarque au chauffeur qui éclaira quelque peu sa lanterne. « C'est le pays de son enfance. Oui, c'est la dernière survivante de la famille. Et monsieur et Mrs. Godler ont été plus heureux ici que nulle part ailleurs. Même si lui ne pouvait pas quitter Londres très souvent. Mais quand cela lui arrivait, il s'amusait comme des gamins. » Quand les murs gris de l'antique demeure Crinley, aux allures de donjon médiéval, furent en vue, Craddock eut l'impression de remonter le temps. Il fut reçu par un vieux majordome et, après avoir fait sa toilette, fut introduit dans une pièce où brûlait un grand feu et où on lui servit un petit déjeuner. Ensuite, une grande femme d'âge mûr en tenue d'infirmière, aux manières aimables et à l'air compétent, entra et se présenta comme étant Miss Mac Cleland. « Ma patiente est prête à vous recevoir, monsieur Craddock. En fait, elle est même impatiente de vous voir. »« J'essaierai de ne pas la fatiguer, promit Craddock. »« Autant vous prévenir tout de suite de ce qui va se passer. Vous allez trouver que Mrs. Godler a l'air parfaitement normale. Elle va discuter et y prendre plaisir, et puis d'un seul coup, ses forces l'abandonneront. Retirez-vous aussitôt. Et faites-moi appeler. Voyez-vous, elle est sous morphine de façon quasi permanente. La plupart du temps, elle somnole. Sachant que vous alliez venir, je lui ai administré un puissant remontant. Quand il aura cessé de faire effet, elle retombera dans sa somnolence. »« Je comprends très bien, Miss Mac Cleland. Pourriez-vous me dire quel est exactement l'état de santé de Mrs. Godler ? » ?»« Eh bien, elle est mourante, monsieur Craddock. Elle n'a plus que quelques semaines à vivre. Cela va peut-être vous étonner, mais c'est la vérité. Elle aurait dû mourir il y a des années. Ce qui a prolongé l'existence de Mrs. Godler, c'est son formidable amour de la vie. Il peut sembler étrange d'entendre parler ainsi d'une femme invalide depuis si longtemps et qui n'est pas sortie de cette maison depuis 15 ans, mais c'est ainsi. Mrs. Godler n'a jamais été très robuste, mais elle a une incroyable volonté de vivre. C'est aussi une femme charmante, vous verrez, ajouta-t-elle avec un sourire. Craddock fut conduit dans une vaste chambre à coucher où flambait un feu de bois. Une vieille dame était étendue dans un grand lit à baldaquin. Elle n'avait que 7 ou 8 ans de plus que Laetitia Blacklock, mais sa fragilité la faisait paraître beaucoup plus âgée. Ses cheveux blancs étaient coiffés avec soin, et un châle de laine bleu pâle enveloppait son cou et ses épaules. Son visage portait les marques de la douleur, mais reflétait aussi une infinie douceur. Craddock eut également la surprise de lire une lueur espiègle dans ses yeux bleus délavés. « Voilà qui est intéressant, » commença-t-elle. « Je ne reçois pas souvent la visite de la police. Il paraît que Laetitia Blacklock n'a été que légèrement blessée lors de cette agression. Comment va ma chère Blackie ? » ?»« Très bien, Mrs. Godler. Elle vous envoie ses amitiés. »« Il y a bien longtemps que je ne l'ai pas vue. Depuis des années, je ne reçois plus qu'une carte à Noël. Je lui ai demandé de venir me voir quand elle est rentrée en Angleterre après la mort de Charlotte. Mais elle a dit que ce serait trop douloureux après tant d'années, et elle avait sans doute raison. Blackie a toujours eu beaucoup de bon sens. Une vieille amie d'école est venue me rendre visite il y a environ 1 an et, Seigneur Dieu !» Elle sourit. «
nous nous sommes ennuyés à mourir. Après avoir épuisé tous les souvenirs, nous n'avions plus rien à nous dire. C'était très gênant. » Cradock se contenta de la laisser parler avant de la presser de questions. Cela lui convenait tout à fait. Il voulait revenir sur le passé et se faire une impression du ménage Gudler-Blacklock. « Vous voulez, je présume, que je vous parle de l'argent ?» suggéra Belle avec perspicacité. « Randall a tout légué à Blacky après ma mort. En réalité, bien sûr, Randall n'a jamais pensé que je lui survivrais. C'était un homme grand et fort, jamais malade, tandis que moi, je me plaignais toujours de douleur, de malaise, et les médecins se penchaient sans cesse sur mon cas avec des mines sinistres. » « Je ne pense pas que « se plaindre » soit le mot approprié, Mrs. Gudler. » La vieille dame eut un petit rire. « Ce n'est pas ainsi que je l'entendais. Je ne me suis jamais trop apitoyée sur moi-même. Mais il paraissait tout naturel qu'étant la plus fragile, je doive mourir la première. Le destin en a décidé autrement. Oui, autrement. » « Pour quelle raison au juste votre mari a-t-il pris de telles dispositions ?» ?»« Vous voulez dire, pourquoi a-t-il laissé son argent à Blacky ? Pas pour celle que vous imaginez probablement. » Ses yeux étaient pétillants de malice. « Vous autres policiers avez vraiment l'esprit mal tourné. Randall n'a jamais été amoureux d'elle, pas plus qu'elle de lui. En fait, voyez-vous, Laetitia a toujours eu un esprit plutôt masculin. Elle n'éprouve aucun sentiment féminin et ignore les faiblesses de son sexe. Je ne crois pas qu'elle ait jamais été amoureuse d'un homme. Elle n'a jamais été très jolie et n'attachait pas d'importance à son habillement. Elle se maquillait très peu et ce n'était qu'une concession à la mode. Elle ne cherchait pas à s'embellir. Elle n'a jamais connu le plaisir d'être une femme, conclut-elle avec une pointe de pitié dans la voix. Cradock observa avec intérêt la frêle silhouette perdue dans le grand lit. Il se rendit compte que Belle Gudler avait aimé, et aimait toujours, être une femme. Elle lui fit un clin d'œil. « J'ai toujours pensé que ce devait être terriblement ennuyeux d'être un homme, » déclara-t-elle. Et elle ajouta pensivement. « Je crois que Randall considérait Blacky comme une sorte de petit frère. Il se fiait à son jugement, qui était excellent. Elle l'a tiré d'embarras plus d'une fois, vous savez. » »« Elle m'a raconté qu'un jour, elle l'avait aidé financièrement. »« C'est vrai, mais je ne parlais pas que d'argent. Après tant d'années, je crois que je peux vous dire la vérité. Randall ne savait pas très bien distinguer une affaire honnête d'une qui l'était moins. Il n'avait pas la conscience très chatouilleuse. Le pauvre ne voyait jamais la différence entre ce qui n'était qu'astucieux et ce qui était malhonnête. Blacky l'aidait à rester dans le droit chemin. C'est une des qualités de Laetitia Blacklock. Elle est d'une droiture absolue. Elle ne ferait jamais rien de malhonnête. C'est une personnalité remarquable, vous savez. Je l'ai toujours admirée. Elles ont eu une enfance très malheureuse, ces filles. Leur père était un vieux médecin de campagne, têtu comme une mule, étroit d'esprit, un véritable tyran domestique. Laetitia a fui la maison, s'en est allée vivre à Londres et a suivi une formation de comptable. Sa sœur était handicapée. Elle avait une malformation, je crois. Elle ne voyait jamais personne et ne sortait pas. C'est pourquoi, quand cet empêcheur de tourner en rond est mort, Laetitia a tout abandonné pour retourner s'occuper de sa sœur. Randall était fou de rage, mais ça n'a servi à rien. Si Laetitia croyait de son devoir de faire quelque chose, elle le faisait. Rien ne pouvait l'en détourner. Cela se passait combien de temps avant la mort de votre mari ? 1 ou 2 ans, je crois. Randall avait rédigé son testament avant qu'elle ne quitte la société et il ne l'a pas modifié. Il m'a dit « Nous n'avons pas d'enfants. Notre petit garçon était mort à l'âge de 2 ans, comprenez-vous. Quand nous ne serons plus là, autant que cet argent aille à Blacky. Elle jouera en bourse et secouera le marché. » Voyez-vous, continua Belle, Randall aimait tant le jeu de la finance. Pas tant pour l'argent,
mais par esprit d'aventure, par goût du risque, pour ce que cela avait d'excitant. Et Blackie aussi. Elle avait le même esprit aventureux et le même jugement. La pauvre chérie. Elle n'avait jamais connu les plaisirs habituels. Être amoureuse, mener les hommes par le bout du nez, les taquiner, avoir un vrai foyer, des enfants, toutes les joies de l'existence. Cradock trouva étrange la pitié sincère et le dédain teinté d'indulgence de cette femme, dont la vie avait été marquée par la maladie, dont l'unique enfant était mort, dont le mari était mort, la laissant seule au monde, et qui était invalide sans espoir de guérison depuis des années. « Je sais ce que vous pensez, dit-elle, mais j'ai connu, moi, toutes ces choses qui rendent la vie agréable. On me les a enlevées, c'est vrai, mais au moins je les ai connues. Jeune fille, j'étais jolie et pleine de gaieté. J'ai épousé l'homme que j'aimais et qui n'a jamais cessé de m'aimer. Mon enfant est mort, mais je l'ai gardé pendant 2 précieuses années. J'ai beaucoup souffert physiquement, mais quand on souffre, on est d'autant plus capable d'apprécier les moments où cette douleur cesse. Et tout le monde m'a toujours manifesté infiniment de gentillesse. En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Cradock profita d'une remarque de la vieille dame pour revenir au sujet qui le préoccupait. Vous venez de dire, Mrs. Gudler, que votre mari avait laissé sa fortune à Miss Blacklock parce qu'il n'avait personne d'autre. Mais ce n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas? Il avait une sœur. Oh, Sonia, mais ils étaient brouillés depuis des années et ils avaient rompu toute relation. Il désapprouvait son mariage? Oui, elle avait épousé un dénommé... Comment s'appelait-il déjà? Stamfordis. C'est ça, Dmitri Stamfordis. Randall a toujours dit que c'était un escroc. Les 2 hommes se sont détestés tout de suite. Mais Sonia était follement amoureuse et bien décidée à l'épouser. Et je ne vois pas pourquoi elle ne l'aurait pas fait. Les hommes ont des idées si curieuses sur le sujet. Sonia n'était plus une gamine. Elle avait 25 ans et savait exactement ce qu'elle faisait. C'était un escroc, sans aucun doute, un vrai. Je crois qu'il avait un casier judiciaire et Randall l'a toujours soupçonné de vivre sous un faux nom. Sonia savait tout cela. Seulement, le fait est que Dmitri était un homme au charme irrésistible, ce que bien sûr Randall ne pouvait apprécier. De plus, il était tout aussi amoureux de Sonia qu'elle l'était de lui. Randall a soutenu qu'il ne l'épousait que pour son argent, mais c'était faux. Sonia était très belle, vous savez, et elle possédait une énergie indomptable. Si le mariage avait battu de l'aile, si Dmitri s'était montré méchant ou infidèle, elle aurait simplement fait la part du feu et l'aurait quitté. C'était une femme riche, elle était libre de faire ce qu'elle voulait de sa vie. Ils ne se sont jamais réconciliés? Non, Randall et Sonia ne s'étaient jamais très bien entendus. Elle lui en voulait d'avoir tenté d'empêcher son mariage. Elle lui a dit « Très bien, tu es impossible. C'est la dernière fois que tu entends parler de moi. » Mais, par la suite, vous avez eu de ses nouvelles? Oui, répondit Mrs. Gudler avec un sourire. J'ai reçu une lettre d'elle environ 18 mois plus tard. Elle était à Budapest. Je me souviens, mais elle n'indiquait pas d'adresse. Elle me chargeait d'annoncer à Randall qu'elle était très heureuse et qu'elle venait de mettre au monde 2 bébés. Elle vous donnait leurs prénoms? Belle sourit de nouveau. Elle disait qu'ils étaient nés juste après-midi et qu'elle allait les nommer Pip et Emma. Ce n'était peut-être qu'une plaisanterie, bien sûr. Elle n'a plus jamais donné signe de vie? Non. Elle disait qu'elle allait passer quelque temps aux États-Unis avec son mari et les bébés. Depuis, plus rien. Vous n'auriez pas, par hasard, conservé cette lettre? Je crains que non. Je l'ai lue à Randall, qui s'est contenté de grommeler. Un de ces jours, elle regrettera d'avoir épousé ce type. Il n'en a jamais plus parlé. Nous l'avions vraiment oubliée, elle était sortie de notre vie. Malgré cela,
Monsieur Gudler a légué sa fortune à ses enfants au cas où Miss Blacklock viendrait à mourir avant vous. Oh, ça, c'est grâce à moi. Quand il m'a parlé du testament, je lui ai dit « Suppose que Blackie meure avant moi. » Il s'est montré plutôt surpris. J'ai ajouté « Oh, je sais que Blackie a une santé de fer et que moi, je suis fragile. Mais les accidents sont des choses qui arrivent, tu sais. » Il m'a répondu « Mais il n'y a personne d'autre. Absolument personne. » J'ai rétorqué « Il y a Sonia. » Pour que ce type mette la main sur mon argent, pas question, a-t-il aussitôt répondu. Alors, il y a ses enfants, Pip et Emma, et peut-être beaucoup d'autres à l'heure qu'il est, ai-je proposé. Et tout en grommelant, il a modifié son testament. Et depuis ce jour, vous n'avez eu aucune nouvelle de votre belle-sœur ou de ses enfants ? Demanda lentement le policier. Aucune. Ils sont peut-être morts. Ils peuvent être n'importe où. Ils sont peut-être à Chipping Cleghorn, pensa Craddock. Comme si elle avait lu dans ses pensées, Mrs. Gudler eut soudain l'air inquiète. Ne les laissez pas faire du mal à Blackie. Blackie est bonne, vraiment bonne. Il ne faut pas qu'il lui arrive. Sa voix s'éteignit soudain. Craddock vit une ombre grise apparaître autour de ses yeux et de sa bouche. « Vous êtes fatigué, dit-il. Je vais m'en aller. »« Dites à Mac de monter, murmura-t-elle. Oui, fatiguée. Elle fit un vague geste de la main. Prenez soin de Blackie. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Je ferai de mon mieux, Mrs. Gudler. Il se leva et se dirigea vers la porte. Pas pour longtemps. Jusqu'à ma mort, poursuivit un faible filet de voix. C'est dangereux. Prenez soin d'elle. Il croisa l'infirmière Mac Cleland en sortant. J'espère que je n'ai pas aggravé son état, dit-il, gêné. Oh non, je ne pense pas, monsieur Craddock. Je vous avais prévenu qu'elle se fatiguerait subitement. Un peu plus tard, il demanda à l'infirmière. Il y a une question que je n'ai pas eu le temps de poser à Mrs. Guddle. Posséderait-elle de vieilles photos ? Si tel était le cas, pourrais-je... Je crains qu'elle n'ait rien de ce genre, coupa l'infirmière. Tous ces papiers personnels étaient au garde-meuble avec le mobilier de leur maison de Londres depuis le début de la guerre. Mrs. Gudler était très malade à l'époque, et puis le garde-meuble a été bombardé. Mrs. Gudler a été bouleversée par la perte de tous ses souvenirs de famille. Je crains qu'il ne reste plus rien. Voilà qui réglait le problème. Craddock se disait cependant que son voyage ne se serait pas avéré inutile. Pip et Emma, ces spectres jumeaux, n'étaient pas tout à fait des spectres. Voilà un frère et une sœur élevés quelque part en Europe. Sonia Gudler était riche au moment de son mariage, mais en Europe, l'argent avait perdu de sa valeur. La monnaie avait subi de curieux déboires au cours des années de guerre. Voilà donc deux jeunes gens, le fils et la fille d'un homme qui a un casier judiciaire. Supposons qu'ils arrivent en Angleterre, plus ou moins sans le sou. Que font-ils ? Ils se renseignent sur d'éventuels parents riches. Leur oncle, un homme à la fortune considérable, est mort. La première chose à faire est de prendre connaissance du testament de cet oncle pour voir si, par hasard, il n'y figurait pas eux ou leur mère. Ils se rendent donc à Somerset House, prennent connaissance du testament et, peut-être, apprennent l'existence de Miss Laetitia Blackrock. Ils se renseignent sur la veuve de Randall Gudler. C'est une impotente qui habite au fin fond de l'Écosse, et ils apprennent qu'elle n'a plus longtemps à vivre. Si cette Laetitia Blacklock meurt avant elle, ils se retrouvent à la tête d'une immense fortune. Alors, que faire ? Il n'irait pas en Écosse, se dit Craddock. Il chercherait à savoir où vit à présent Miss Blacklock. Et ils s'y rendraient, mais pas sous leur vrai nom. Ils iraient là-bas ensemble, ou séparément. Emma, je me demande. Pip et Emma. Je mettrais ma main à couper que Pip ou Emma, ou les deux, se trouvent
actuellement à Chipping Cleghorn. Chapitre 15. La mort exquise. Dans la cuisine de Little Paddocks, Miss Blacklock donnait ses dernières instructions à Mitzi. Des sandwichs aux sardines, en plus de ceux à la tomate. Et quelques-uns de ces délicieux petits fours que vous faites si bien. J'aimerais également que vous nous prépariez votre gâteau spécial. C'est pour une fête que vous me demandez toutes ces choses? C'est l'anniversaire de Miss Bunner, et nous aurons des invités pour le thé. À son âge, on ne fête plus les anniversaires. Oubliez, il vaut mieux. Eh bien, elle ne veut pas oublier. Plusieurs personnes vont lui apporter des cadeaux et ce serait gentil d'en faire une petite fête. C'est ce que vous dites la dernière fois, et voyez ce qui est arrivé. Eh bien, cela n'arrivera pas cette fois-ci, répliqua Miss Blacklock en maîtrisant sa colère. Comment savez-vous ce qui peut arriver dans cette maison? Toute la journée, je tremble, et la nuit, je ferme mon verrou et je regarde dans le placard pour être sûr personne n'est caché dedans. Avec de telles précautions, vous ne risquez rien, en effet, répliqua froidement Miss Blacklock. Le gâteau que vous voulez que je fasse, c'est bien le... Mitzi émit un son que l'oreille anglaise de Miss Blacklock perçut comme une sorte de Schwitzbruz, ou encore comme les invectives de Matou en train de se cracher dessus. C'est cela, celui qui est très riche. Oui, il est riche, mais les ingrédients, je n'ai pas. Impossible faire ce gâteau. J'ai besoin de chocolat, et beaucoup de beurre, et sucre, et raisins secs. Vous pouvez utiliser le beurre en conserve qu'on nous a envoyé d'Amérique, et une partie des raisins que nous gardions pour Noël. Voici une tablette de chocolat et une livre de sucre. Le visage de Mitzi s'éclaira soudain d'un sourire radieux. Bon, pour vous, je fais le gâteau. Très bon, s'écria-t-elle enthousiasmée. Il sera riche, très riche, fondant de richesse. Et dessus, je mettrai le glaçage au chocolat, je le fais si bien. Et par-dessus encore, j'écris « Joyeux anniversaire ». Ces Anglais, avec leur gâteau qui a le goût de sable, jamais ils n'auront mangé un tel gâteau. Exquis, ils diront, exquis. Son visage se rembrunit. Monsieur Patrick, il l'a appelé la mort exquise. Mon gâteau. Je ne permets pas qu'on l'appelle comme ça. C'était en fait un compliment, expliqua Miss Blacklock. Il voulait dire qu'on serait prêt à mourir pour manger un tel gâteau. Mitzi n'avait pas l'air convaincue. Eh bien, je n'aime pas ce mot. Mort. Ils ne meurent pas parce qu'ils mangent mon gâteau. Non, ils se sentent mieux, beaucoup mieux. Je suis sûre qu'il en sera ainsi pour nous tous. Miss Blacklock tourna les talons et quitta la cuisine avec un soupir de soulagement. L'entretien s'était bien terminé. Avec Mitzi, on ne savait jamais. Devant la porte, elle tomba sur Dora Bunner. « Oh, Letty, veux-tu que j'aille montrer à Mitzi comment couper les sandwichs ?»« Non, » répondit Miss Blacklock en entraînant fermement son amie dans le vestibule. « Elle est de bonne humeur en ce moment, et je ne veux pas qu'on la perturbe. Mais je pourrais simplement lui montrer, s'il te plaît, ne lui montre rien du tout, Dora. Ces gens d'Europe centrale n'aiment pas qu'on leur montre quoi que ce soit. Ils ont horreur de ça. » Dora la regarda d'un air sceptique, puis, d'un seul coup, elle afficha un sourire radieux. « Edmund de Swettenham vient de téléphoner. Il m'a souhaité un bon anniversaire, et il a ajouté qu'il allait m'apporter en cadeau un pot de miel cet après-midi. C'est gentil, n'est-ce pas? Je me demande comment il a su que c'était mon anniversaire. » Tout le monde a l'air d'être au courant. Tu as dû en parler, Dora. Et pourtant, je crois que j'ai juste mentionné le fait que j'allais avoir 59 ans aujourd'hui. Mais tu en as 64, s'écria Miss Blacklock, amusée. Et Miss Inchleaf a dit, vous ne les faites pas. Quel âge me donnez-vous? C'était assez embarrassant, car Miss Inchleaf a toujours l'air si bizarre qu'il est impossible de lui donner un âge. Au fait, elle a dit qu'elle m'apporterait des œufs. Je lui ai dit que nos poules n'avaient pas beaucoup pondu ces derniers temps.
Ton anniversaire va nous rapporter gros, dit Miss Blacklock. Du miel, des œufs, une superbe boîte de chocolat de la part de Julia. Je me demande où elle peut bien se procurer des choses pareilles. Mieux vaut ne pas le lui demander. Ces procédés sont certainement des plus illégaux. Et ta merveilleuse broche, ajouta Miss Bunner en baissant fièrement les yeux vers sa poitrine, sur laquelle était épinglée une petite feuille en diamant. Elle te plaît ? Tant mieux. Moi, je n'ai jamais beaucoup aimé les bijoux. Je l'adore. Eh bien, c'est parfait. Allons nourrir les canards. Ah ! S'exclama Patrick d'un ton théâtral, tandis que les convives s'installaient autour de la table de la salle à manger. Que vois-je là ? La mort exquise. Chut ! Fit Miss Blacklock. Il ne faut pas que Mitzi t'entende. Elle n'apprécie pas du tout le nom que tu donnes à son gâteau. Quoi qu'il en soit, c'est tout de même la mort exquise. C'est le gâteau d'anniversaire de Bunny ? Oui, dit Miss Bunner. C'est vraiment un merveilleux anniversaire. Ses joues étaient rouges d'excitation depuis que le colonel Easterbrook lui avait tendu une petite boîte de bonbons en déclamant avec une révérence. Des douceurs pour celle qui est toute douceur. Julia s'était rapidement détournée et Miss Blacklock lui avait adressé un froncement de sourcils. Les convives firent honneur au mets qui se trouvait sur la table et se levèrent après une tournée de crackers. « J'ai un peu mal au cœur, dit Julia. « C'est ce gâteau. Je me souviens de m'être senti mal la dernière fois aussi. »« Mais il en vaut la peine, » observa Patrick. « Ces étrangers s'y entendent en pâtisserie, » déclara Miss Hinchliff. « Mais ils sont incapables de réussir un pudding bouilli tout simple. » Bien que Patrick brûlât d'envie de demander qui pouvait bien avoir envie d'un pudding bouilli tout simple, tout le monde marqua un silence respectueux. « Vous avez un nouveau jardinier ?» demanda Miss Hinchliff à Miss Blacklock en retournant au salon. « Non, pourquoi ? J'ai vu un homme rôder autour du poulailler. Il avait l'air plutôt fréquentable, dans le genre militaire. »« Oh, lui !» s'exclama Julia. « C'est notre flic maison. »« Un policier ?» s'émut Mrs. Easterbrook, en faisant tomber son sac à main. « Mais, pourquoi ?»« Je l'ignore, » répondit Julia. « Il traîne partout et surveille tout le monde. Je suppose qu'il assure la protection de tante Letty. »« C'est complètement ridicule, » affirma Miss Blacklock. « Je suis parfaitement capable de me protéger toute seule. »« Mais l'affaire devrait être classée maintenant, » s'écria Mrs. Easterbrook. « Au fait, je voulais vous demander pourquoi ont-ils prolongé l'enquête ?»« La police n'est pas satisfaite, » expliqua son mari. « Voilà ce que ça signifie. »« Mais de quoi ne sont-ils pas satisfaits ?» Le colonel dodelina de la tête, de l'air du monsieur qui en sait long. Edmund Swettenham, qui détestait le colonel, intervint. « La vérité, c'est que nous sommes tous suspects. »« Mais suspects de quoi ?» répéta Mrs. Easterbrook. « Ne t'inquiète pas, mon chaton, » lui dit son mari. « D'un délit d'intention, » expliqua Edmund. « L'intention étant de commettre un meurtre à la première occasion. »« Oh, arrêtez, je vous en prie, monsieur Swettenham, » gémit Dora Bunner en larmes. « Je suis sûre que personne ici ne voudrait tuer notre chère Letty. » Il y eut un silence embarrassé. « Je plaisantais, » murmura Edmund, écarlate. Philippa suggéra, à haute et intelligible voix, d'écouter les nouvelles de 18 heures. Tous acceptèrent avec enthousiasme. « Dommage que Mrs. Harmon ne soit pas là, » chuchota Patrick à Julia. Elle n'aurait pas manqué de s'écrier d'une voix claire. « Mais c'est certainement vrai, quelqu'un doit encore attendre une bonne occasion de vous tuer, Miss Blacklock. »« Je suis contente que cette vieille Miss Marple et elle n'aient pas pu venir, » dit Julia. « Cette antiquité est du genre à fourrer son nez partout. Et je suis sûre qu'elle a l'esprit mal tourné, comme toutes ces rescapées de l'époque victorienne. »
Les informations de 18h menèrent à une agréable discussion sur les horreurs de la guerre atomique. Le colonel Easterbrook déclara que la véritable menace contre la civilisation était la Russie, sans que le moindre doute soit permis. Edmund s'empressa de l'assurer qu'il avait plusieurs amis russes, tous charmants, ce qui jeta un froid. Les invités prirent congé en remerciant encore leur hôtesse. « Tu t'es bien amusée, Bunny ?» demanda Miss Blacklock lorsque le dernier convive fut expédié. « Oh oui, mais j'ai terriblement mal à la tête. Ce doit être l'énervement. »« C'est le gâteau, » affirma Patrick. « Moi aussi, j'ai un peu mal au cœur. Et en plus, vous avez grignoté des chocolats toute la matinée. »« Je crois que je vais aller m'allonger, » annonça Miss Bunner. « Je vais prendre 2 cachets d'aspirine et essayer de dormir un peu. » Excellente idée, approuva Miss Blacklock. Miss Bunner se retira dans sa chambre. Voulez-vous que je rentre les canards, tante Letty ? Si tu fais bien attention de fermer convenablement la porte, dit Miss Blacklock en lançant à Patrick un regard sévère. Je ferai attention, c'est promis. Prenez donc un verre de sherry, tante Letty, proposa Julia. Comme disait ma vieille nounou, ça vous remettra l'estomac d'aplomb. C'est une expression dégoûtante, mais tout à fait de circonstance. Eh bien, c'est peut-être une idée. À dire vrai, on n'est pas habitué à une nourriture si riche. Oh, Bunny, tu m'as fait peur. Que se passe-t-il ? Je ne trouve plus mon aspirine, gémit Miss Bunner, désolée. Alors, prends la mienne, chérie. Elle est à côté de mon lit. Il y en a un tube sur ma table de nuit, déclara Philippa. Merci beaucoup. Si je ne trouve plus le mien, mais je sais que j'en ai un quelque part, un tube tout neuf. Où ai-je bien pu le mettre ? Il y en a des tonnes dans la salle de bain, coupa impatiemment Julia. Cette maison regorge d'aspirine. Cela me contrarie d'être si négligente et d'égarer mes affaires, répondit Miss Bunner en gravissant de nouveau l'escalier. Pauvre Bunny, dit Julia, son verre à la main. Vous croyez que nous aurions dû lui donner du sherry ? Il valait mieux pas, répondit Miss Blacklock. Elle a eu son compte d'émotion pour aujourd'hui, et ce n'est pas très bon pour elle. Elle se sentira encore plus mal demain, j'en ai peur. Enfin, je suis au moins sûre qu'elle s'est bien amusée. Elle a adoré cette fête, approuva Philippa. Et si on donnait un verre de sherry à Mitzi, suggéra Julia. Hé, Pat, lança-t-elle en voyant le jeune homme entrer par la porte latérale. Va chercher Mitzi. Mitzi arriva, et Julia lui servit un verre de sherry. À la meilleure cuisinière du monde, clama Patrick. Mitzi, ravie, crut néanmoins bon de protester pour la forme. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas une vraie cuisinière. Dans mon pays, un travail intellectuel, j'ai. Alors, c'est du gâchis, dit Patrick. Qu'est-ce qu'un travail intellectuel comparé au chef-d'œuvre qu'est la mort exquise ? Oh, je vous dis, je n'aime pas. Peu m'importe ce que vous aimez, ma fille, rétorqua le jeune homme. C'est le nom que je lui donne. Et je bois à ce chef-d'œuvre. Buvons tous à la mort exquise. Et au diable les effets secondaires. Philippa, ma chère, j'aimerais vous parler. Oui, Miss Blacklock. La jeune femme leva les yeux, l'air un peu surpris. Rien ne vous préoccupe, en ce moment, j'espère. Me préoccuper ? J'ai remarqué que vous aviez l'air inquiet ces derniers temps. Rien de grave, j'espère. Oh non, Miss Blacklock. Pourquoi ? Eh bien, je me disais que, peut-être, vous et Patrick... Patrick ? Répéta la jeune femme, ahurie. Alors, ce n'est pas cela. Je vous prie d'excuser mon indiscrétion, mais vous êtes ensemble assez souvent et, bien que Patrick soit mon cousin, je doute qu'il fasse un mari convenable. En tout cas, pas pour l'instant. Les traits de Philippa s'étaient figés. Je n'ai pas l'intention de me remarier, déclara-t-elle. Mais si, un jour, vous verrez, mon enfant.
Vous êtes jeune. Mais ne parlons plus de cela. Il n'y a rien d'autre? Vous n'avez pas de difficultés financières, par exemple? Non, tout va bien. Je sais qu'il vous arrive de vous inquiéter pour les études de votre petit garçon, et c'est pourquoi je voudrais vous dire quelque chose. Cet après-midi, je suis allée à Milchester voir M. Bedingfeld, mon notaire. Il y a eu pas mal de remous ces derniers temps, et je voulais refaire mon testament, compte tenu de certaines éventualités. À part le legs à Bunny, tout vous reviendra, Philippa. Quoi? Philippa se retourna brusquement, les yeux écarquillés, l'air consterné, presque effrayé. Mais je n'en veux pas, sincèrement. Non, je préférerais ne pas. Et d'ailleurs, pourquoi? Pourquoi, moi? Peut-être parce que je n'ai personne d'autre, déclara Miss Blacklock d'une voix étrange. Mais il y a Patrick et Julia? Oui, il y a Patrick et Julia, répondit-elle du même ton de voix particulier. Ce sont vos cousins? Des cousins très éloignés. Ils n'ont aucun droit sur moi. Mais moi non plus. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Oh, je n'en veux pas. Son regard exprimait plus d'hostilité que de gratitude. Elle se comportait presque comme si elle avait peur. Je sais ce que je fais, Philippa. J'ai appris à vous aimer. Et il y a le petit garçon. Vous n'aurez pas grand-chose si je meurs maintenant. Mais il pourrait en être autrement dans quelques semaines. Elle avait, se disant, regardé Philippa droit dans les yeux. Mais vous n'allez pas mourir, protesta la jeune femme. Pas si je peux l'éviter en prenant certaines précautions. Des précautions? Oui, réfléchissez-y. Et cessez de vous inquiéter. Elle quitta rapidement la pièce. Philippa l'entendit s'adresser à Julia dans le vestibule. Quelques instants plus tard, cette dernière entra dans le salon. Il y avait dans ses yeux comme une lueur métallique. « Bravo pour la manœuvre, Philippa, » commenta-t-elle. « Je constate que vous êtes du genre tranquille, comme l'eau qui dort. »« Alors, vous avez entendu ?»« Oui, j'ai entendu. À mon avis, on a tout fait pour que j'entende. » « Que voulez-vous dire ? Notre Letty n'est pas une imbécile. En tout cas, tout va bien pour vous. Vous avez trouvé le bon filon. »« Oh, Julia, je ne voulais pas. Je n'ai jamais eu l'intention. »« Ah bon ? Bien sûr que si. »« Vous êtes plutôt dans la gêne, pas vrai ? Vous auriez bien besoin d'un peu d'argent. Mais souvenez-vous d'une chose. Si quelqu'un descendait tante Letty maintenant, c'est vous qui seriez le suspect numéro 1. Mais non, ce serait idiot de ma part de la tuer maintenant, alors que si j'attendais... Alors comme ça ? Vous êtes au courant de la vieille Mrs. Machin-chose qui est en train de mourir en Écosse ? Je me demandais, justement. Philippa, je commence à croire que vous êtes vraiment un outsider bien placé. Je ne voudrais pas vous priver de quoi que ce soit, Patrick et vous. Vraiment, ma chère ? Désolée, mais je ne vous crois pas. Chapitre 16. Retour de l'inspecteur Craddock. L'inspecteur avait passé une mauvaise nuit dans le train du retour. Son sommeil avait été peuplé de cauchemars. Il courait sans fin à travers les couloirs gris d'un vieux château, tentant désespérément d'arriver quelque part ou d'empêcher quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Il finit par rêver qu'il se réveillait. Il en ressentit un immense soulagement. C'est alors que la porte de son compartiment s'ouvrit doucement et que le visage de Miss Blacklock lui apparut, dégoulinant de sang. « Pourquoi ne m'avez-vous pas sauvée ?» demanda-t-elle d'un ton de reproche. « Vous auriez pu si vous aviez essayé. » Cette fois, il s'éveilla pour de bon. Bref, l'inspecteur ne fut pas fâché d'arriver à Milchester. Il alla directement faire son rapport à Rydesdale, qui lui prêta une oreille attentive. « Cela ne nous avance pas beaucoup, » commenta ce dernier, « mais cela confirme les déclarations de Miss Blacklock. » Pip et Emma. Je me demande.
Patrick et Julia Simons ont l'âge qui correspond, monsieur. Si nous pouvions établir que Miss Blacklock ne les a pas vus depuis qu'ils étaient enfants. Notre alliée, Miss Marple, l'a déjà établi pour nous, répondit Redesdale avec un petit rire. En fait, Miss Blacklock ne les avait jamais vus, ni l'un ni l'autre, jusqu'il y a 2 mois. Dans ce cas, c'est certainement... Tout n'est pas si simple, Craddock. Nous avons vérifié. D'après les renseignements dont nous disposons, Patrick et Julia sont apparemment hors de cause. Le passé militaire du jeune homme, dans la marine, est authentique. Un assez bon dossier, malgré qu'il y soit relevé une certaine propension à l'insubordination. Nous avons vérifié avec Cannes, où une Mrs. Simons, indignée, a déclaré « Mais bien entendu que mon fils et ma fille se trouvent à Chipping Cleghorn, chez ma cousine Laetitia Blacklock. » Alors, vous voyez. Et cette Mrs. Simons est bien Mrs. Simons ? En tout cas, elle l'est depuis un bout de temps. C'est tout ce que je peux vous dire, répondit Redesdale, mi-figue, mi-raisin. Voilà qui semble régler la question. Dommage, ces 2-là semblaient faire l'affaire. Le même âge, inconnus de Miss Blacklock. Si nous cherchions Pip et Emma, eh bien, ils étaient tout trouvés. Le chef de la police hocha la tête d'un air pensif et tendit un papier à Craddock. Voici un petit renseignement que nous avons pêché sur Mrs. Easterbrook. L'inspecteur le lut en haussant les sourcils. Très intéressant, conclut-il. Elle l'a bien embobiné, ce vieux cornichon, pas vrai? Mais il n'y a aucun lien avec cette affaire à ce que je vois. Apparemment pas. Et voici quelque chose sur Mrs. Ames. Je crois que je vais avoir une autre conversation avec cette jeune personne, dit le policier en levant de nouveau les sourcils. Vous pensez que ce renseignement a une importance ? C'est possible. Ça paraît un peu tiré par les cheveux, évidemment. Les 2 hommes se turent quelques instants. Comment Fletcher s'en est-il tiré, monsieur ? Demanda enfin Craddock. Fletcher s'est beaucoup démené. Il a procédé à une perquisition de routine de la maison, avec l'accord de Miss Blacklock, mais sans rien trouver d'intéressant. Ensuite, il a cherché à savoir qui avait pu graisser les gonds et la serrure de la porte, en vérifiant qui s'était trouvé dans la maison en l'absence de cette étrangère. Cela s'est révélé un peu plus difficile que prévu, car il semblerait qu'elle aille faire un tour presque chaque après-midi. En général, jusqu'au village, pour prendre une tasse de café à l'oiseau bleu. Et de ce fait, quand Miss Blacklock et Miss Bunner sont absentes, ce qui arrive presque tous les après-midi, elles vont à la cueillette des mûres, la voie est libre. Et les portes restent toujours ouvertes. C'était leur habitude, mais maintenant je suppose qu'on les ferme. Qu'a trouvé Fletcher ? Qui est resté seul dans la maison ? Pratiquement tout le monde. Redesdale consulta une feuille qui se trouvait devant lui. Miss Murgatroyd y est allée avec une poule, histoire de la mettre sur des œufs à couver. Ça paraît compliqué, mais c'est ce qu'elle a dit. Elle était très confuse et se contredisait à tout bout de champ, mais Fletcher pense que c'est dans son tempérament et qu'il ne faut pas y voir un signe de culpabilité. Possible, admit Craddock. Elle s'affole pour des riens. Ensuite, Mrs. Swettenham est venue chercher de la viande que Miss Blacklock lui avait laissée sur la table de la cuisine. Tout ça parce que Miss Blacklock était allée en voiture à Milchester ce jour-là, et qu'elle en profite toujours pour prendre la viande de Mrs. Swettenham. Vous trouvez ça logique ? Craddock réfléchit. Pourquoi Miss Blacklock n'a-t-elle pas déposé cette viande chez Mrs. Swettenham quand elle est passée devant à son retour de Milchester ? Je l'ignore, mais elle ne l'a pas fait. D'après Mrs. Swettenham, elle, Mrs. B, la laisse toujours sur la table de la cuisine. Et elle, Mrs. S, préfère aller la chercher quand Mitzi n'est pas là, parce que Mitzi se montre parfois très désagréable. Ça se tient. Ensuite, Miss Inchleaf. Elle déclare ne pas y être allée du tout ces derniers temps. Mais c'est faux. Un jour, Mitzi l'a vue sortir par la porte latérale, et c'est confirmé par Mrs. Butt, une des femmes de ménage.
Miss Hinchcliffe a fini par admettre qu'elle était peut-être allée à Little Paddocks, mais que ça lui était sorti de la tête. Elle ne se souvient pas de l'objet de sa visite. Elle dit qu'elle a dû passer comme ça. C'est plutôt curieux. Son comportement aussi, si on va par là. Ensuite, il y a Mrs. Easterbrook. Elle promenait ses chers toutous à proximité de la maison et a juste fait un saut pour voir si Miss Blacklock pourrait lui prêter un modèle de tricot. Mais Miss Blacklock n'était pas là. Elle déclare avoir attendu un moment. Ben voyons. Elle en a sans doute profité pour fouiner, ou pour graisser des gonds de porte. Et le colonel ? Il s'y est rendu un jour avec un livre sur l'Inde que Miss Blacklock avait exprimé le désir de lire. Et c'était vrai ? D'après elle, elle a tout essayé pour éviter d'avoir à le lire, mais en vain. Je veux bien le croire, soupira Craddock. Quand quelqu'un s'est mis en tête de vous prêter un bouquin, difficile d'y échapper. Nous ignorons si Edmund de Swettenham y est allé. Il est resté très évasif. Il déclare être passé de temps en temps pour faire des commissions de la part de sa mère, mais pas récemment, à ce qu'il dit. En fait, nous n'avons rien de bien concluant. Non. Redesdale ajouta avec un sourire en coin. Miss Marple aussi s'est démenée. Selon le rapport de Fletcher, elle a pris un café matinal à l'Oiseau Bleu. Elle est en outre allée boire un verre de sherry aux Boulders et prendre le thé à Little Paddocks. Elle a admiré le jardin de Mrs. Swettenham et a fait un saut chez le colonel Easterbrook pour s'extasier sur ses souvenirs des Indes. Elle pourra peut-être nous dire si le colonel Easterbrook est un vrai colonel ou pas. Elle serait capable d'en juger, je suis bien d'accord avec vous. Mais pas de problème, il a l'air authentique. Il faudra tout au plus que nous nous adressions aux autorités d'Extrême-Orient pour l'identifier avec certitude. Et pendant ce temps-là, Craddock s'interrompit, puis « Croyez-vous que Miss Blacklock consentirait à s'éloigner ?»« À quitter Shipping Cleghorn ? Oui, pour une destination inconnue, en emmenant sa fidèle bonne heure, peut-être. Pourquoi n'irait-elle pas en Écosse chez Belle Gudler ? Dans le genre endroit inaccessible, on ne pourrait guère trouver mieux. » Et elle y attendrait la mort de la vieille dame ? Je ne pense pas qu'elle ferait une chose pareille. Aucune femme bien intentionnée n'apprécierait une telle suggestion. S'il s'agissait de sauver sa peau... Allons, Craddock, tuer quelqu'un n'est pas aussi facile que vous semblez le croire. Vraiment, monsieur ? Eh bien, si, dans un sens, ce n'est pas sorcier, je l'admets. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Du désherbant dans le potage, le coup du lapin alors qu'elle est en train de rentrer les poules, une rafale de 7,65 tirée de derrière un buisson. Tout ça n'est pas la mer à boire. Mais tuer quelqu'un sans être soupçonné de meurtre, voilà qui est déjà nettement plus coton. Et à l'heure qu'il est, ils doivent tous se rendre compte qu'on les surveille. Le plan d'origine, si bien étudié, a échoué. Notre meurtrier inconnu doit trouver autre chose. Je sais, monsieur. Mais il faut tenir compte du facteur temps. Mrs. Gudler est mourante. Elle peut passer l'arme à gauche d'un instant à l'autre, ce qui signifie que notre assassin ne peut pas se permettre de lanterner. Exact. Autre chose, monsieur. Il ou elle doit savoir que nous contrôlons toutes leurs identités. Et que ça prend du temps, acquiesça Redesdale en soupirant. Que ça nous oblige à contacter les autorités en Orient, en Inde. Oui, c'est un travail long et fastidieux. Et c'est une autre raison de se dépêcher. Je suis certain, monsieur, que le danger est réel. Une grosse somme d'argent est en jeu. Si Belle Gudler meurt... Il se tut en voyant entrer un planton. Le constable Legg vous appelle de Chipping Cleghorn, monsieur. Passez-moi la communication ici. L'inspecteur Craddock vit les traits de son supérieur se durcir. Très bien, aboya Redesdale. L'inspecteur Craddock arrive tout de suite. Il raccrocha. C'est ? Craddock ne termina pas sa phrase. Redesdale secoua la tête. Non, c'est Dora Bunner. Elle voulait de l'aspirine.
Il semble qu'elle en ait pris dans le tube qui se trouvait sur la table de nuit de Miss Blacklock. Il ne restait plus que quelques comprimés. Elle en a pris 2 et laissé 1. Le médecin l'a envoyé au labo pour analyse. Il dit qu'il ne s'agit absolument pas d'aspirine. Elle est morte ? Oui, on l'a trouvée dans son lit ce matin. Morte dans son sommeil, a déclaré le médecin. Malgré sa mauvaise santé, il ne croit pas qu'il s'agisse d'une mort naturelle. Il pencherait plutôt pour un empoisonnement par narcotique. L'autopsie est prévue pour ce soir. Les cachets d'aspirine de Miss Blacklock. Voilà qui est bougrement malin. Patrick m'a dit que Miss Blacklock avait jeté une demi-bouteille de sherry et en avait entamé une neuve. Elle n'aura pas eu l'idée d'en faire autant avec son tube d'aspirine. Qui s'est trouvé dans la maison cette fois-ci ? Au cours des 2 derniers jours, j'entends. Les cachets ne devaient pas être là depuis bien longtemps. Hydesdale leva les yeux. Toute la bande s'y trouvait hier. Il y avait une fête pour l'anniversaire de Miss Bunner. N'importe lequel d'entre eux a pu se glisser au premier étage et opérer une petite substitution. Et, bien sûr, n'importe quel habitant de la maison a pu le faire en choisissant son moment. 17. L'album. À la grille du presbytère, Miss Marple, précautionneusement emmitouflée pour sortir, prit le billet de la main de Bunch. « Dites bien à Miss Blacklock, expliqua celle-ci, que Julian est vraiment désolé de ne pouvoir venir lui-même. Un de ses paroissiens est mourant à Loch Hamlet. Si Miss Blacklock demande à le voir, il passera après le déjeuner. Ce billet concerne l'organisation des funérailles. Il propose mercredi dans la mesure où l'enquête pourrait avoir lieu mardi. Pauvre Bunny. Aller avaler une aspirine empoisonnée destinée à quelqu'un d'autre. C'est bien d'elle. Au revoir, tante Jane. J'espère que cette marche ne vous fatiguera pas trop, mais il faut absolument que je conduise cet enfant à l'hôpital tout de suite. Miss Marple, lui ayant assuré que ce ne serait pour elle qu'une broutille, Bunch s'en fut à grandes enjambées. Un moment plus tard, tandis qu'elle attendait Miss Blacklock, Miss Marple entreprit d'examiner le salon de Little Paddocks. Elle se demandait ce que Dora Bunner avait voulu dire l'autre matin à l'oiseau bleu, en affirmant que Patrick avait bricolé cette lampe dans le salon pour faire en sorte que les lumières s'éteignent. Quelle lampe ? Et comment l'avait-il bricolée ? Elle devait parler, songea la vieille dame, de la petite lampe posée sur la table près de l'arcade séparant les 2 pièces. Elle avait mentionné un berger ou une bergère, et la lampe en question était justement une délicate porcelaine de Dresde représentant un berger vêtu d'un pourpoint bleu pâle et d'une culotte rose bonbon, et qui brandissait une torche. À l'origine, un chandelier, mais qui avait été adapté à l'électricité. L'abat-jour de vélin uni était un peu trop grand, de sorte qu'il masquait presque le personnage. Qu'avait dit Dora Bunner ? Je me souviens très bien que c'était la bergère et non le berger. Or, figurez-vous que, le lendemain… Ce qu'il y avait de sûr, c'est que ce que Miss Marple examinait présentement était bel et bien un berger. La vieille demoiselle se souvint que, quand Bunch et elle étaient venus prendre le thé, Dora Bunner avait mentionné la lampe comme faisant partie d'une paire. Bien sûr. Un berger et une bergère. C'était la bergère qui se trouvait là le jour de l'attaque à main armée. Et le lendemain matin, c'était l'autre lampe, celle qu'elle avait sous les yeux, le berger. Les 2 objets avaient été interchangés pendant la nuit. Et Dora Bunner avait eu des raisons de croire, ou avait cru sans raison, que c'était Patrick qui avait procédé à l'échange. Pourquoi ? Parce que si on avait examiné la lampe d'origine, on aurait découvert comment s'était arrangé Patrick pour faire en sorte que les lumières s'éteignent. Comment s'y était-il pris ? Miss Marple considéra attentivement la lampe posée devant elle. Le fil courait le long du plateau de la table, et à l'autre bout, la prise était branchée dans le mur.
Il y avait un petit interrupteur en forme d'olive à mi-hauteur. Tout cela ne disait pas grand-chose à Miss Marple, qui ne connaissait rien à l'électricité. « Où avait-on mis la bergère ?» se demanda-t-elle. « Dans la chambre d'amis, jetée aux ordures, ou… Où donc Dora Bunner avait-elle surpris Patrick Simons avec un pinceau et une coupe poisseuse ? Dans le bosquet ? Miss Marple décida de soumettre tous ces détails à l'inspecteur Craddock. Dès le début de cette affaire, Miss Blacklock avait tout de suite conclu que c'était son neveu Patrick qui avait fait publier cette annonce dans la Gazette. Ce genre d'intuition se vérifiait souvent, c'est du moins ce qu'estimait Miss Marple. Après tout, quand on connaît bien quelqu'un, on sait le genre de facéties qui peuvent lui passer par la tête. Patrick Simons. Un garçon séduisant, un garçon engageant, un garçon qui plaisait aux femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Peut-être le genre d'homme que la sœur de Randall Gudler avait épousé. Patrick Simons serait-il Pip ? Mais il avait passé les années de guerre dans la marine. La police pourrait facilement vérifier ce point. Seulement, il y avait parfois des cas d'usurpation d'identité incroyables. Un minimum d'audace suffisait souvent à faire passer bien des choses. La porte s'ouvrit enfin sur Miss Blacklock. Une Miss Blacklock dont Miss Marple se dit qu'elle avait soudain pris un sacré coup de vieux. Toute sa vitalité et son énergie semblaient l'avoir abandonnée. « Je suis vraiment désolée de venir vous déranger ainsi, » trémola Miss Marple. « Mais le pasteur avait un paroissien mourant et Bunch a dû conduire d'urgence un enfant malade à l'hôpital. Le pasteur vous a écrit ce billet. » Elle tendit le papier à Miss Blacklock, qui en prit connaissance. « Asseyez-vous, je vous en prie, » dit-elle. « C'est très aimable à vous de m'avoir apporté ceci. Le pasteur est un homme très compréhensif. Il ne se contente pas de formules de consolation stupides. Dites-lui que ses dispositions me conviennent parfaitement. Son hymne favori était « Oh, accorde-moi ta lumière !» Sa voix se cassa soudain. Miss Marple murmura « Je ne suis qu'une étrangère pour vous, mais je suis si profondément désolée. » Et, brusquement, Miss Blacklock éclata en sanglots. Son chagrin, incontrôlable, teinté de désespoir, faisait peine à voir. Miss Marple la laissa s'épancher sans un mot. Miss Blacklock se redressa enfin, le visage gonflé et ruisselant de larmes. « Excusez-moi, » bredouilla-t-elle. « Je viens de prendre conscience, tout à coup, de ce que j'ai perdu. Elle était le seul lien avec mon passé, vous comprenez ? La seule qui se souvenait. Maintenant qu'elle est partie, je me retrouve toute seule. » « Je vois ce que vous voulez dire, » acquiesça Miss Marple. « On ne se retrouve vraiment seul que quand la dernière personne qui se souvenait vous a quitté. J'ai des neveux, des nièces et des amis très gentils, mais personne qui m'ait connue jeune fille, qui ait connu le bon vieux temps. Cela fait maintenant de nombreuses années que je suis seule. » Les deux femmes restèrent silencieuses un moment. « Vous me comprenez très bien, » dit enfin Laetitia Blacklock. Elle se leva et se dirigea vers son secrétaire. « Il faut que j'écrive quelques mots au pasteur. » Elle tenait son stylo maladroitement et écrivit lentement. « J'ai de l'arthrite, » expliqua-t-elle. « Il est des fois où je n'arrive tout bonnement pas à écrire. » Elle ferma l'enveloppe et la libella, puis « Vous seriez très gentille de lui remettre ceci, Miss Marple. » Entendant soudain une voix masculine dans le vestibule, elle sursauta. « Ça, c'est l'inspecteur Craddock. » Elle alla jeter un coup d'œil dans le miroir placé au-dessus de la cheminée et se repoudra légèrement. Craddock entra, l'air sombre et de fort méchante humeur. « Ah, vous êtes ici, vous !» dit-il en lançant un regard réprobateur à Miss Marple. «
Miss Marple a eu l'amabilité de m'apporter un mot du pasteur, expliqua Miss Blacklock en se retournant. Je m'en vais tout de suite, annonça Miss Marple, soudain tout agitée. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Vous avez participé à la fête d'hier après-midi ? Non, non, répondit nerveusement la vieille dame. Bunch m'avait emmené rendre visite à d'autres de ses amis. Alors il n'est rien que vous puissiez me dire sur la question. Cradock lui tint la porte ouverte de façon éloquente, et Miss Marple, rose de confusion, battit en retraite sans demander son reste. Ces vieilles chouettes n'aiment rien tant que fourrer leur nez partout, commenta Cradock. Vous vous montrez injuste à son égard, la défendit Miss Blacklock. Elle était vraiment venue m'apporter un billet du pasteur. Ça, je n'en doute pas un instant. Je ne crois donc pas qu'il se soit agi de curiosité pure et simple. Il n'est après tout pas impossible que vous ayez raison, Miss Blacklock. Mais je diagnostiquerais plutôt, pour ma part, une fouinardite suraiguë. C'est une pauvre vieille tout à fait inoffensive, tenta de le convaincre Miss Blacklock. Vous n'avez pas l'air de vous douter qu'elle peut être aussi redoutable qu'un serpent à sonnette, pensa l'inspecteur. Mais il n'avait pas l'intention de se répandre en confidences inutiles. Maintenant qu'il était certain qu'un assassin se promenait en liberté dans les parages, il se disait que mieux valait en dire le moins possible. Il ne tenait pas à ce que Miss Marple soit la prochaine victime. Un assassin dans les parages. Mais où ça, au juste ? Je ne perdrai pas de temps en condoléances, Miss Blacklock, dit-il. À dire vrai, je me sens un peu responsable de la mort de Miss Bunner. Nous aurions dû être capables de l'éviter. Je ne vois pas ce que vous auriez pu faire. Non, ça n'aurait pas été facile. Mais maintenant, il n'y a plus une seconde à perdre. Qui est responsable de tout ceci, Miss Blacklock ? Qui a tenté de vous tuer à 2 reprises ? Et qui recommencera probablement si nous ne le démasquons pas à temps ? Laetitia Blacklock frissonna. Je n'en sais rien, inspecteur. Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis allé voir Mrs. Gudler. Elle m'a aidé du mieux qu'elle a pu. Mais ça s'est finalement résumé à peu de choses. Le nombre des gens qui tireraient profit de votre mort est assez restreint. Au premier rang de ceux-ci, Pip et Emma. Or, il se trouve que l'âge de Patrick et Julia Simons semblerait coller. Seulement, leurs antécédents ont été vérifiés. Et puis, quoi qu'il en puisse être, nous ne pouvons nous limiter à ces 2-là. Dites-moi, Miss Blacklock, reconnaîtriez-vous Sonia Gudler si vous la voyiez aujourd'hui ? Reconnaître Sonia ? Bien sûr que... Elle s'interrompit brusquement. Non, reprit-elle doucement, je n'en suis pas si sûre. C'était il y a si longtemps. 30 ans. Ce doit être une vieille femme, à présent. À quoi ressemble-t-elle dans vos souvenirs ? Sonia ? Miss Blacklock réfléchit quelques instants. Elle était plutôt petite, brune. Pas de signe particulier ? De tic bien à elle ? Non, je ne crois pas. Elle était très gaie, très enjouée. Gaie, elle ne l'est peut-être plus autant aujourd'hui, fit remarquer l'inspecteur. Vous avez une photo d'elle ? De Sonia ? Voyons, je ne possède pas de portrait d'elle à proprement parler, mais j'ai de vieux clichés quelque part dans un album. Du moins, suis-je persuadée qu'il y en a au moins un où elle figure. Ah ? Pourrais-je y jeter un coup d'œil ? Oui, bien sûr. Où ai-je bien pu ranger cet album ? Dites-moi, serait-il possible, selon vous, que Mrs. Swettenham soit en réalité Sonia Gudler ? Mrs. Swettenham ? demanda Miss Blacklock, complètement sidérée. Mais son mari était fonctionnaire, aux Indes d'abord, je crois, et ensuite à Hong Kong. Vous voulez dire que c'est ce qu'elle vous a raconté ? Vous ne le savez que parce qu'elle-même vous l'a dit. C'est vrai, admit-elle, vu sous cet angle. Mais
Mrs. Swettenham? Oh, c'est absurde. Sonia Gudler avait-elle jamais joué la comédie? Fait du théâtre amateur? Oh oui, elle était même très douée. Nous y voilà. Autre chose. Mrs. Swettenham porte perruque. C'est à tout le moins ce qu'affirme Mrs. Harmon, rectifia l'inspecteur. Oui, avec cette profusion de petites boucles grises, il n'est en effet pas exclu qu'il s'agisse d'une perruque. Mais je persiste à penser que c'est absurde. Elle est vraiment très gentille et excessivement drôle, parfois. Dans ce cas, passons à Miss Hinchcliffe et à Miss Murgatroyd. L'une d'elles pourrait-elle être Sonia Gudler? Miss Hinchcliffe est trop grande, et elle est bâtie comme un homme. Alors Miss Murgatroyd? Oh, mais... Oh non, je suis sûre que Miss Murgatroyd ne peut pas être Sonia. Vous n'avez pas très bonne vue, je crois, Miss Blacklock. Je suis myope, si c'est ce que vous voulez dire. Bien. J'aimerais voir une photo de cette Sonia Gudler, même si elle est très ancienne et pas très ressemblante. Nous sommes, vous ne le savez peut-être pas, entraînés à déceler les ressemblances comme aucun amateur ne pourrait le faire. Je vais essayer de vous la trouver. Maintenant? Quoi? Tout de suite? J'aimerais autant. Très bien. Voyons. J'ai vu cet album lorsque nous avons rangé un tas de vieux livres qui étaient dans le placard. Julia m'aidait. Je me souviens qu'elle a ri en voyant les vêtements que nous portions en ce temps-là. Nous avons mis des livres sur l'étagère du bureau. Où donc avons-nous rangé les albums et les gros volumes reliés de l'Art Journal? J'ai vraiment la mémoire qui flanche. Peut-être Julia s'en souviendra-t-elle. Elle est à la maison aujourd'hui. Je vais la trouver. L'inspecteur partit à sa recherche. Il ne trouva Julia dans aucune des pièces du rez-de-chaussée. Quand le policier demanda à Mitzi où était Miss Simons, elle lui répondit d'un air irascible que ce n'était pas son affaire. « Moi, dans ma cuisine, je reste et je m'occupe du repas, et je ne mange rien que je n'ai pas préparé moi-même. Rien. Vous entendez ?»« Miss Simons ?» lança l'inspecteur du bas de l'escalier. N'obtenant pas de réponse, il monta. Il tomba nez à nez avec Julia sur le palier. Elle sortait de derrière une porte donnant sur un petit escalier en colimaçon. « J'étais au grenier, » expliqua-t-elle. « Que se passe-t-il » L'inspecteur exposa sa requête. « Ces vieux albums de photos ? Oui, je m'en souviens très bien. Nous les avons rangés dans le grand placard du bureau, je crois. Je vais vous les chercher. » Elle le précéda jusqu'en bas des marches et le conduisit dans le bureau. Près de la fenêtre se trouvait un grand placard. Julia l'ouvrit, révélant tout un bric-à-brac. « Vous parlez d'un fouillis » s'exclama la jeune femme. « Mais les personnes âgées ne veulent jamais rien jeter. » L'inspecteur s'agenouilla et prit 2 vieux albums sur l'étagère du bas. « Ce sont ceux-ci » ? »« Oui. »« Ah, voilà où nous les avions rangés, » dit Miss Blacklock en les rejoignant. « J'avais oublié. » Craddock avait posé les albums sur la table et les feuilletait. Des femmes coiffées de chapeaux larges comme des roues de charrette, vêtues de robes descendant jusqu'aux chevilles et tellement entravées qu'elles pouvaient à peine marcher. Des légendes tracées avec soin accompagnaient les photos, mais l'encre était passée. « Ce doit être dans celui-ci, » dit Miss Blacklock. « À la 2e ou 3e page, l'autre album contient des clichés pris après le mariage de Sonia, donc après son départ. » Elle tourna une page. « Elle doit être ici. » Elle s'arrêta. Plusieurs espaces étaient vides sur cette page. Craddock se pencha et déchiffra les légendes à moitié effacées. Sonia, moi, Hergé. Puis, un peu plus bas, Sonia est belle à la plage. Et sur la page qui lui faisait face, pique-nique à Skene. Il tourna une autre page. Charlotte, moi, Sonia, Hergé. Craddock se leva, la mine sombre. Quelqu'un a enlevé ces photographies. Et il n'y a pas longtemps, à mon avis.
Il n'en manquait aucune quand nous avons regardé ces albums l'autre jour, n'est-ce pas, Julia? Je n'ai pas fait très attention. Je n'ai regardé que quelques robes. Mais vous avez raison, tante Letty. Il n'y avait pas d'espace vide. Cradock s'était encore assombri. Quelqu'un a ôté de cet album toutes les photos où figurait Sonia Gudler. Merci pour votre écoute. Suite au prochain épisode. À bientôt.